Merci beaucoup. Tout d'abord, je voulais remercier les organisateurs de cette conférence pour m'avoir invité. Et puisque Yves a introduit sa présentation par les gens qui l'ont inspiré, je voulais juste signaler que moi, en 97, c'est la première fois que j'ai eu la chance d'assister à une conférence de Yves Crozet. J'étais étudiant à l'ENTPE et lui, il enseignait l'économie des transports. Et ça fait partie des marqueurs qui m'ont intéressé au domaine et qui font que je suis là aujourd'hui. Je voulais lui passer le témoin de ce sens. Donc maintenant, je vais vous parler de gestion de trafic. Donc, Yves vous a fait une présentation un petit peu de la prospective et du long terme et de l'évolution des systèmes de transport. Moi, je vais vous parler de la gestion au quotidien de ces systèmes de transport. Et je vais commencer par un panorama relativement large de qu'est-ce que la gestion de trafic et qu'est-ce qu'on fait en tant qu'ingénieur gestionnaire du trafic. Bien, principalement, on s'occupe du problème de la congestion. Et la congestion, c'est quoi? C'est les situations où on va avoir une demande de déplacement qui va être supérieure à la capacité disponible. Et ça va créer un agglomérat de personnes, et on peut avoir de la congestion pour les véhicules légers, pour les piétons, pour les cyclistes. Mais tout ça est lié en fait à un problème général de demande en fonction d'une capacité. Et pour vous donner un petit exemple, juste pour fixer quelques chiffres, j'ai pris l'exemple ici du grand stade de Lyon qui fait 60 000 places à peu près. Essayez de réfléchir un petit peu à comment on peut faire pour alimenter ce stade un soir de match. Eh bien, on a 60 000 places, donc il y a 60 000 personnes qui veulent se présenter dans le stade, et il faut regarder un petit peu les capacités qui sont proposées par les différents moyens de transport. Et une voie de circulation, c'est à peu près 2500 véhicules heure et par voie. Donc si vous avez une voie d'accès, ça va être 2 voies. Le tramway, ça va être entre 7 et 10 000 passagers par heure. Une ligne de bus, à peu près 2000. Donc vous voyez bien que quoi qu'il arrive, pour pouvoir réaliser et remplir un stade, ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir se faire de manière instantanée, et c'est quelque chose qu'il va falloir d'abord étaler dans le temps, et qui de toute façon va créer par nature, à un moment, une demande qui va être supérieure à ce qu'il est possible d'écouler en termes de capacité. Alors, je voulais vous présenter ce diagramme parce qu'il permet en fait, de manière assez globale, de caractériser le fonctionnement d'un réseau urbain. Donc là, quand on parle de réseau urbain, on prend l'ensemble d'une zone de l'agglomération. Et en fait, si vous regardez ce diagramme, vous voyez qu'il y a 3 zones principales. Une première zone qui est ce qu'on appelle la zone fluide, là où il y a très peu d'interaction entre les véhicules, tout le monde peut rouler à sa vitesse désirée. Une période où on atteint la saturation, où là on atteint la capacité maximale du réseau, où les vitesses sont encore importantes, mais si on regarde en termes de vitesse, on est déjà à des vitesses qui sont divisées par 1,52 par rapport à une vitesse fluide, mais on garde un fonctionnement optimal du système au sens de l'ingénierie, c'est-à-dire que on peut écouler des flux importants sur le réseau. Par contre, on a une troisième zone qu'on appelle la zone surcongestionnée, où, en fait, à partir du moment où il va y avoir trop de véhicules ou d'objets circulants sur le réseau au même moment, eh bien, en fait, on va non seulement réduire fortement les vitesses, mais on va aussi fortement réduire les flux. C'est-à-dire qu'on va se retrouver sur un système finalement de surentraînement où l'accumulation de véhicules va faire baisser la capacité, qui en retour va augmenter les accumulations et va faire qu'il va falloir plus longtemps pour écouler la congestion. Alors c'est intéressant de regarder un petit peu la ville de Lyon et de regarder sur des données réelles. Donc ça c'est des données de 2016. Et la ville a été décomposée ici en 5 régions et vous voyez ici les courbes qui correspondent aux données observées grâce aux moyens de mesure et aux données open data du Grand Lyon. Et qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que la ville de Lyon est finalement une ville qui est relativement peu congestionnée au sens de la saturation, c'est-à-dire que vous n'avez jamais de situation à l'intérieur de Lyon où vous arrivez dans des situations sursaturées. Alors pourquoi? Pour 2 raisons principales. D'abord, parce qu'il y a sans doute une bonne gestion du trafic, c'est-à-dire la coordination des flux à l'intérieur de l'agglomération est faite correctement, et donc on a un système qui est relativement efficace. Ensuite, et il ne faut pas se le cacher, c'est qu'en fait, vous connaissez bien le réseau de Lyon, une grosse partie de la congestion n'a pas lieu à l'intérieur de l'agglomération, mais sur les voies d'accès, notamment sur le périphérique. Et en fait, le périphérique sert en quelque part de filtre qui va retenir les véhicules au travers d'une congestion qui là peut être importante et qui va ensuite faire en sorte que les flux sont relativement efficaces à l'intérieur de l'agglomération. Ceci étant, entre ce point-là et ce point-là, vous avez déjà une vitesse qui est divisée presque par 2. Donc on est quand même sur un sentiment de congestion. Alors, je voulais juste vous expliquer comment on peut arriver dans une situation surcongestionnée. Pour ça, je vais vous montrer 3 vidéos. La toute première, c'est ce qu'on appelle, alors c'est des images qui sont prises dans des villes asiatiques. Ça, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on peut faire
avec l'auto-organisation. Il n'y a aucun moyen de régulation, vous laissez juste les gens se débrouiller, et vous voyez que ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal, mais en fait, quand on regarde un petit peu les volumes de demande, ils ne sont pas si importants que ça. C'est-à-dire que, globalement, ça marche bien parce qu'on est dans une zone de fonctionnement où, en fait, l'auto-organisation suffit. Le problème, c'est que, en fait, une fois qu'on va atteindre le niveau de saturation dont je vous ai parlé, là, cette zone-là n'est pas stable. C'est-à-dire qu'il suffit que certaines perturbations arrivent dans cet élément-là pour qu'on passe en zone surcongestionnée. Et ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Alors, j'ai pris l'exemple du trafic autoroutier parce que c'est là où on le comprend le mieux. En fait, quand vous êtes dans une situation où vous voyez qu'il y a beaucoup de véhicules, vous roulez relativement vite, mais il y a beaucoup de véhicules autour de vous, en fait, il suffit que localement, il y ait un camion qui se met à doubler un autre camion ou des véhicules qui se mettent à ralentir fortement pour créer finalement une compression dans le trafic. Et en fait, cette compression ne va pas pouvoir s'épandre et cette compression va faire en fait basculer le système dans un état surcongestionné. Et ça va être, une fois qu'on est dans l'état surcongestionné, c'est quelque chose qui est difficile de récupérer parce que, à part lorsqu'on a une baisse forte de demande, c'est très difficile de se retrouver. Donc ça, c'est sur l'autoroute, mais vous avez exactement la même chose en milieu urbain. Donc là, vous avez juste une petite vidéo qui correspond à un outil de simulation dynamique. Et ça se passe quand vous avez en fait des cascades de remontée de congestion entre les carrefours. Et notamment, vous connaissez tous la situation où vous êtes arrêté à un feu, c'est vert, mais vous ne pouvez pas avancer parce que devant, ça n'avance pas. Et bien en fait, là, vous avez des chutes de capacité qui sont importantes, simplement parce qu'en fait, vous avez des cascades qui se produisent. Et c'est à partir de ce moment-là où on rentre dans des situations qui sont surcongestionnées. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien en fait, toute l'ingénierie du trafic et toute la principe de gestion de trafic s'articule autour de 4 grands principes qui sont listés là et qui sont en fait les 4 grands moyens d'action qu'on peut avoir pour essayer d'améliorer la situation. Le premier, c'est d'augmenter ou maintenir la capacité. Alors, il y a une façon simple, c'est de construire des infrastructures. C'est plus quelque chose qu'on fait parce qu'on est au niveau, notamment en milieu urbain, on est arrivé à la saturation en termes d'infrastructures. Mais par contre, on peut quand même essayer de faire en sorte que les voies soient utilisées de manière la plus efficace. C'est un exemple très simple, c'est pas en milieu urbain, c'est sur autoroute. Quand vous avez la régulation d'accès, c'est-à-dire qu'il y a un feu qui va en fait réguler le flux entrant sur l'autoroute, ça sert à quoi? Ça sert simplement à faire en sorte qu'il n'y ait pas un flux trop important qui rentre, pour éviter qu'il y ait des chutes de vitesse au niveau du point d'insertion et maintenir une bonne capacité de fonctionnement du système. Donc ça, c'est une première opération. La deuxième opération, c'est d'éviter tout ce qui est blocage et flux antagonistes. Alors c'est comme ça qu'aux États-Unis, ils sont en train de tester l'interdiction de tourner à gauche en milieu urbain. On va me dire, mais à quoi ça sert? Vous savez tous que quand vous devez tourner à gauche, à un feu, vous avez un flux antagoniste qui vous empêche de passer, donc vous vous arrêtez, et en fait vous gênez les véhicules qui sont derrière. Et dans des villes qui sont extrêmement régulières, carrées, comme aux États-Unis, en fait, si les véhicules tournent à droite, puis à droite, puis à droite, puis à droite, certes, ça fait un retard au niveau individuel, mais c'est extrêmement efficace au niveau collectif. Les études ont montré que vous pouvez augmenter globalement le temps total passé réduire le temps total passé par le système de 15 à 20% grâce à ce type de mesure. L'autre solution, c'est de mieux répartir le trafic, c'est-à-dire de le distribuer dans l'espace. Et la troisième, c'est de faire du contrôle d'accès. Alors, avant que je vous parle un petit peu plus de mes recherches, parce que c'était aussi l'objet de cette présentation, je voulais juste vous faire un petit exemple de comment évoluer la gestion de la demande des déplacements et comment on gère la demande des déplacements. En commençant en 1976, c'est l'année de ma naissance, et l'introduction d'un système que vous connaissez tous, c'est Bison futé. Et le principe de Bison futé, c'était très simple. On a trop de demandes au même endroit pendant les grands départs, donc on va l'étaler dans le temps et dans l'espace. On va l'étaler dans le temps en donnant des conseils aux usagers en disant attention, partez pas le samedi de 9h à 17h. Et dans l'espace, on distribue des cartes en disant regardez, vous pensez prendre l'autoroute, mais il y a d'autres itinéraires. Vous pouvez passer par d'autres endroits. Et ça permettait de répartir mieux les flux sur le réseau. Et ça marchait plutôt pas mal. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après sont arrivés les GPS. Et vous avez ici un article du Progrès de 2013, donc c'est encore récent, qui disait que les problèmes c'est qu'avec les GPS, c'est que les gens ne regardent plus les cartes et ne suivent plus les conseils donnés par l'opérateur de trafic. Donc on avait un système où l'opérateur était un petit peu tout puissant dans le sens où c'était lui qui connaissait son réseau et il pouvait donner des conseils aux usagers qui globalement les suivaient. Un système où maintenant les usagers suivent leur GPS. Et en 2013, en fait, beaucoup de GPS n'étaient pas dits intelligents, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'information trafic, donc ils donnaient souvent le chemin le plus court, donc passer par Fourvière. Et donc,
un grand nombre de personnes se retrouvaient coincées dans le tunnel ouvert alors qu'un itinéraire alternatif, l'A42, était disponible. Et c'est comme ça que les bisons, qui étaient les bisons futés, sont mis à suivre leur GPS. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose qui a révolutionné le guidage, notamment en milieu urbain, ça s'appelle Waze. Alors Waze, c'est super parce que c'est des bisons partout. Pourquoi? Parce que Waze, en fait, grâce à sa communauté d'utilisateurs, connaît les informations de trafic sur le réseau et peut redistribuer les gens sur l'itinéraire le plus court. Alors, du point de vue individuel, c'est super. Du point de vue de l'exploitant, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se retrouve à avoir eu l'habitude, il y a 30 ans, finalement, d'être l'opérateur de son réseau, et maintenant, il n'est plus que responsable de l'espace. Et les personnes qui opèrent le réseau, c'est plus eux, en fait, c'est les usagers au travers des applications qui leur sont fournies et qui vont faire en sorte que, en fait, les gens vont se retrouver à des endroits où l'opérateur n'a jamais imaginé que les véhicules iraient, par exemple des sorties d'école, des endroits accidentogènes, des quartiers résidentiels. Et ça pose beaucoup de problèmes parce qu'en fait, les infrastructures n'ont pas été pensées pour ce niveau de circulation. Et c'est quelque chose qui est très bien synthétisé dans un article récent de l'année dernière qui a été publié dans la revue IEEE Spectrum, qui est publié par Jane McFarlane, qui est la directrice du centre Smart Cities de l'Université de Berkeley, qui dit qu'en fait, on est passé dans un système où on n'a plus un seul opérateur, finalement, on a plusieurs opérateurs, chaque opérateur étant le système de navigation qui guide l'usager. Vous avez Waze d'un côté, Google de l'autre, etc., etc. Et l'opérateur, chacun prenant des décisions de manière non coordonnée. Et ça, c'est très compliqué pour essayer d'atteindre des optimums collectifs, parce qu'en fait, il n'y a pas de coopération entre les opérateurs, et tout le monde sait que si on veut atteindre un optimum système, il faut introduire de la coopération. Et pour résumer, les enjeux aujourd'hui de la gestion de trafic, c'est qu'on a une pression qui est d'autant plus accrue qu'on ne construit plus d'infrastructures, donc il y a de plus en plus de monde sur les infrastructures. On a des systèmes qui sont de plus en plus complexes. Pourquoi? Parce qu'on a une pléthore en termes d'offres de mobilité, et aussi parce qu'on fait de plus en plus confiance et on fait en plus d'introduction de nouvelles technologies. Et je pense par exemple à tout ce qui est lié aux véhicules autonomes. Il y a beaucoup d'espoir, et Yves parlait des technophiles qui disent la technologie va tout réduire, va tout simplifier. Une des façons d'augmenter, de résoudre les problèmes de congestion, c'est d'augmenter les capacités. Et une des idées, c'est de dire on va faire des véhicules communicants qui vont pouvoir naviguer très proches les uns des autres à très haute vitesse. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il y a une panne de communication? On a des usagers qui sont de plus en plus intelligents, et ça pose un réel problème, parce que, enfin, c'est un réel problème, je n'ai pas dit ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est un réel... excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est que en fait, ça oblige l'opérateur à repenser en fait sa gestion de trafic. Pourquoi? Parce qu'il a été habitué à travailler sur du temps long, au sens où il réfléchit, je vais construire une ligne de métro, je vais réorganiser mon plan de circulation, et donc sur des temps relativement longs. Et maintenant, on a des usagers qui, dès qu'il y a une nouveauté qui est introduite en ville, qui changent complètement leur mode de fonctionnement. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'introduction des trottinettes. Comment ça, d'un seul coup, on a vu des trottinettes de partout. Et l'opérateur n'avait jamais imaginé voir, du jour au lendemain, des milliers de trottinettes se balader sur son réseau. Et enfin, vous avez la multiplication des acteurs, j'en ai parlé, et tout ça dans le même espace. Et finalement, l'opérateur se retrouve cantonné à un rôle de gestionnaire d'espace, et donc ça complexifie la possibilité d'une gestion de trafic efficace.